J'ai entendu dire que tu as commencé à 3 ans, c'est vrai ça? Ouais, mais j'ai un peu triché. Mon papa, il est maître d'armes. Donc, il travaillait dans un club, il apprenait l'escrime à des enfants. Lui, ce qui l'a vraiment fait avancer, c'est d'être un éducateur, un formateur. Celui qui, entre guillemets, détient le savoir, c'est le professeur d'escrime, c'est le maître d'escrime. Et dans notre jargon, ça s'appelle le maître d'armes. Et c'est une des rares professions où on appelle les enseignants maîtres. Donc mon père était maître d'armes et puis quand tu es tout petit et que tu vois ton père jouer avec des épées, tu as envie de faire un petit peu pareil. Donc, puis je suis baigné là-dedans. Donc, moi, mes parents ils n'avaient pas l'argent pour me mettre à la crèche. Donc mon père il m'emmenait à la salle d'armes, il me laissait dormir dans mon couffin. J'étais bercé par le son des lames. Après, mon regard se posait sur des gens qui jouaient avec des épées, donc c'est assez attirant quand même, quelque part. Et donc, oui, quand j'ai appris à marcher, j'ai voulu faire comme les grands qui jouaient avec des épées, puis me déplacer un peu comme eux. Et puis voilà, donc je demandais, consciemment ou inconsciemment, il y avait cet appel de j'ai envie de faire de l'escrime. Sauf que mon père n'était pas du tout pour que je fasse de l'escrime. Donc lui, il a retardé au maximum du maximum. Pourquoi il voulait pas? Quand on fait quelque chose, on n'a pas nécessairement envie ou on aspire à peut-être mieux pour ses enfants. Et lui, il aspirait peut-être à ce que je fasse pas forcément ce sport-là, que je fasse autre chose. En fait, il voulait pas forcer la chose. Il voulait pas être un père qui met une balle de tennis au-dessus de ton berceau pour te forcer à faire de l'escrime. Donc après, c'était vraiment mon choix de faire de l'escrime. Ma mère, elle me gardait, elle me voyait faire des simulations d'escrime. Elle en a parlé à mon père. Mon père regardait, non, tu racontes n'importe quoi. Puis finalement, il m'a gardé, puis il m'a vu faire. Donc là, il s'est dit, ouais, oui, effectivement. Il connaît un peu les mouvements, et puis il est plutôt pas mal, voilà, ok. Et puis une après-midi, un mercredi après-midi, ma mère elle m'a emmené à la salle pour faire mes premières séances, et oui, j'avais 3 ans. Et en fait, tu as été mordu, entre guillemets, tout de suite ou enfin... Oui, tout de suite. Après, comme je te dis, moi mon père il jouait pas au football, donc il faisait de l'escrime. Donc, après, il aurait été footballeur, peut-être que ça aurait changé la donne. Il aurait été rugbyman, ça aurait peut-être changé la donne, on peut jamais savoir. Mais l'environnement dans lequel j'étais petit était imprégné de cette discipline. Mon père la pratiquait quasiment au quotidien. Il était enseignant dans cette discipline-là. Effectivement, enfin, c'est juste, entre guillemets, c'est la voie normale. Et c'est quoi parce que, enfin, ça se sent que tu es quand même mordu d'escrime, tu y as consacré un temps fou, une grande partie de ta vie. C'est quoi dans l'escrime en particulier qui te plaît, en fait, qui t'attire? C'est le côté physique, c'est le côté affrontement avec quelqu'un, c'est la beauté, qu'est-ce qui te plaît? Moi, j'ai un petit problème avec la saleté. Si tu veux. Quand j'étais petit, une goutte de yaourt sur mon doigt, c'était la fin du monde. Ce que j'aime bien avec l'escrime, c'est ce côté, bon, tu as la tenue blanche, donc tu as un aspect un peu propreté, parce que le blanc, c'est quand même ce qui se fait ça symbolise quand même la propreté. C'est un sport de combat, donc tu t'affrontes avec une autre personne, mais tu t'affrontes au travers de l'utilisation d'une arme. Donc tu n'es pas au contact, en train de te frotter à ton adversaire comme tu pourrais l'avoir dans d'autres sports de combat. Donc il y a ce côté distance, propreté de distance, mais on s'affronte quand même, quoi. Ok, ouais, donc chacun ramène toutes ses compétences, son savoir, mais il y a quand même une barrière entre... Voilà, moi je suis assez réservé comme personne, donc pour moi c'est un moyen de me livrer sans dire. Et est-ce que tu as su tout de suite que tu allais dédier ta vie à ça, ou est-ce que c'était en gros une activité sur le côté que tu fais et t'aspires à autre chose? C'est compliqué de répondre à cette question-là, parce que quand tu es petit, tu penses pas au futur. Tu penses à te faire plaisir, tu es dans l'instantané, tu te fais plaisir, t'as qu'une envie quand t'as fait ta séance, c'est d'y revenir. J'ai fait du haut niveau, c'est par accident. Je vais pas te dire qu'il y avait un plan établi à ma naissance. Mon père, non, puisque déjà il voulait pas que j'y aille. C'est comme quand tu joues aux jeux vidéo en fait, tu débloques un niveau. Et ben mes résultats, ma pratique de l'escrime, ça m'a mis dans cet état d'esprit-là. Je débloque un niveau, je peux aller au niveau au-dessus.
je redébloque ce niveau-là, je vais encore au-dessus, et ça se fait un petit peu par hasard, il n'y a rien de prémédité là-dedans. Après, quand tu te rends compte que tu es dans les meilleurs Français des catégories jeunes, que tu peux participer à un championnat du monde en catégorie jeune, bah, tu y vas, puis tu prends ça au sérieux forcément. Moi, on m'a proposé, j'avais pas encore le bac. Et on m'a demandé d'intégrer l'INSEP à l'époque, c'était en 2002. Et j'ai pas su dire oui ou non tout de suite, parce que j'avais pas ce baccalauréat. Donc j'avais très peur de me retrouver dans un endroit où je pouvais être en échec scolaire. Et donc à partir de là, qu'est-ce que je fais si je suis en échec scolaire et que j'arrive pas à débloquer les niveaux? J'ai pas envie de me retrouver sur le bord de la route. Donc j'étais un petit peu pas sûr de moi quand il a fallu prendre cette décision-là. Et finalement, mon père m'a dit, écoute, moi j'ai plus rien à t'apprendre, donc vas-y, fous le camp, dégage. Donc ça n'a pas été avec ces mots-là, mais l'idée était un peu comme ça finalement. Tu tentes l'aventure, tu y arrives, tant mieux, tu n'y arrives pas, tant pis. Et puis te pose pas la question de l'école, sans doute que tu seras même mieux entouré au niveau scolaire à l'INSEP, parce qu'il y a une cellule qui est dédiée à ça, avec des gens qui sont dédiés aux lycéens, et ils te prennent, ils t'encerclent, ils te mettent dans un système où de toute façon tu peux ne pas être inquiet, tu vas réussir, quoi. Et oui, pour moi ça a été la meilleure année de ma vie. Ouais. Quand tu arrives à ce niveau, quand tu commences à toucher le niveau international, dans les catégories jeunes, tu aspires à faire des médailles, tu aspires à être performant encore dans la catégorie supérieure. Et tu aspires à intégrer le Saint des Saints chez les seniors. Et puis une fois que tu es là, tu te dis pourquoi j'y arriverai peut-être pas. Enfin, je peux ne pas y arriver, mais en fait, c'est à portée, tu peux le toucher, quoi. Tu peux le sentir, tu peux le toucher du doigt. Donc j'étais dans ces athlètes-là qui pouvaient toucher ça. Donc après, tu te donnes et puis tu progresses, ça prend du temps. Et puis au départ, tu n'es peut-être pas forcément mentalement prêt à certaines choses, prêt à certains résultats. Donc ça te freine un petit peu. Tu as des déclics aussi dans la tête, c'est-à-dire qu'à un moment donné, moi j'avais la chance d'être pas dans les 4 meilleurs, mais 5-6 meilleurs. Voilà, j'étais là-dedans très vite. Mais j'arrivais jamais à intégrer l'équipe sur les championnats, mais j'étais tout le temps, régulièrement remplaçant. Donc j'ai eu l'occasion d'être suppléant, donc le remplaçant du remplaçant pour les Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Et puis ils nous avaient gardés sur place pendant les Jeux, donc on avait pu boire les Jeux en live dans la tribune, voir un peu comment les athlètes se préparaient, certains athlètes se préparaient. Et pour moi, ça a été un déclic, quoi. Ça a été un déclic dans les deux sens, c'est-à-dire je me suis dit, bon, allez, là j'ai 22 ans, 24 ans. Soit dans les 2 ans, j'arrive à percer, ça correspondait avec la fin de mes études. Donc soit d'ici la fin de mes études, j'ai percé, je suis en équipe régulièrement et je peux espérer participer aux Jeux Olympiques. Soit j'y arrive pas et je mets clignotant, je passe à autre chose. Mais voilà, et après, donc je me suis fixé ça comme limite. Et ensuite, j'ai vu des comportements d'athlètes qui m'ont inspiré, qui ont été inspirants, qui m'ont inspiré et qui m'ont permis de voir que en fait, le modèle que j'avais au quotidien à l'entraînement, c'était une possibilité. C'était des gens qui étaient très forts et qui n'avaient peut-être pas forcément besoin de se mettre dans certains états. Et en étant au jeu, voyant la manière dont certains athlètes se mettaient, quelque part, je me suis dit oui, il faut peut-être aussi que moi j'ai cet état d'esprit-là. Et ce qui fait que la saison après les Jeux, ça a été le déclic et j'ai gagné 3 Coupes du Monde que je n'avais jamais fait. Je termine la saison numéro 1 mondial, médaillé au championnat d'Europe, et puis à partir de là, c'était parti. Et alors impressionnant les JO, comment tu l'as vécu? Mais c'était impressionnant. Moi je vais pas te dire que c'était Disneyland, mais je suis venu vraiment pour voir et apprendre. Mes premiers jeux, je les ai faits à 28 ans en 2012. J'avais participé en tant que... Enfin, c'était même pas participé parce que finalement j'étais pas dans
j'étais pas dans le palmarès olympique. J'étais remplaçant du remplaçant. Donc je rentrais si jamais il y avait vraiment un problème. Et passé une certaine date, je savais que je pouvais plus prétendre à quoi que ce soit. Et c'est en fait, mais qu'est-ce que tu as vu précisément au JO parce que tu parles de voir quelque chose qui a... C'est des comportements d'athlètes. C'est-à-dire qu'il y avait un athlète, l'Espagnol, qui prend la médaille de bronze. En termes d'escrime pur, c'était pas le meilleur. En termes de mobilité sur la piste, c'était pas le meilleur. Mais en revanche, dans l'état d'esprit, il m'avait inspiré. Il m'avait inspiré. Il arrivait sur la piste, il voulait détruire ses adversaires, quoi. Et peu importe qu'il fasse de la belle escrime ou de la moche escrime, lui, ce qu'il voulait à la fin, c'était gagner. Après, moi, je m'entraînais avec des gens très très forts, donc c'était aussi inspirant. Déjà, de discuter avec eux, c'était inspirant dans la manière d'appréhender la discipline. Tu vas apprendre plusieurs choses qui peuvent aller sur des aspects techniques, tactiques, mentaux, manière de vivre. Et tout ça, à la fin, ça forme un tout et ça aide à définir l'athlète que j'ai été. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que, entre guillemets, pour le commun des mortels, tu vas au JO avec un programme. C'est-à-dire, j'y vais pour faire tant. En fait, ce que je retire de ce que tu dis, c'est que tu y es allé, mais en fait, tu as beaucoup reçu des JO, en plus de ce que tu as apporté. Arrivé au jeu, moi, j'aime à dire que c'est... oui, j'ai mis l'énergie nécessaire. Oui, je me suis battu pour ça. Mais c'est arrivé par accident. C'est-à-dire que ça peut se jouer sur une touche. Une carrière, on a l'habitude de dire que ça se joue à un point, une touche. C'est pas un accident au sens où ça m'a rentré dedans et voilà. J'ai travaillé pour ça. J'ai orienté mon énergie pour ça. Mais à un moment donné, la touche qui m'a permis de me qualifier, si je ne l'avais pas mise à 14 partout, en fait, je serais peut-être resté en rade. Et puis voilà. Donc c'est en ça que j'aime dire que c'est un accident. Mais après, le métier que je fais aujourd'hui, c'est de la gestion d'humains. Tu es au contact de personnes qui ont leur mode de pensée et après c'est comment organiser ça vers la performance. Et en fait, j'ai toujours été intéressé par l'homme et par l'humain. Donc quand je te dis oui, l'Espagnol, il m'a donné sans le vouloir, en fait juste en le regardant à 15 mètres, sans le vouloir, il m'a donné beaucoup. Même quelqu'un qui ne m'aime pas, je vais apprendre de lui, je vais prendre de lui. Donc il faut être capable d'être ouvert sur le monde pour aller chercher des choses. Moi j'aime bien faire ça au début des compètes, je m'installe en tribune quand j'ai le temps et puis je regarde les autres entraîneurs travailler et j'essaie de voir un peu leur logique, les exercices qu'ils font, qu'est-ce que moi, si je faisais ça, qu'est-ce que je pourrais développer et tout. Donc en fait, t'es obligé d'être une éponge en fait. J'aimais bien quand j'étais athlète aller me poser dans les autres salles des autres armes. Donc moi je faisais de l'épée, j'étais dans la salle d'épée. Puis de temps en temps j'allais m'asseoir sur le banc de la salle du fleuret, puis je regardais la leçon. Une fois l'entraîneur à l'époque il me regarde, il me dit oui je peux t'aider. Non non, je m'installe, je regarde. En fait, je veux voir un peu comment lui amène les situations, même si les règles sont différentes, si l'arme est différente. Mais c'est cette culture escrime en fait, voilà. Ça c'est cette chose que j'aime. Dans chaque expérience contée ou racontée, en fait, il y a toujours quelque chose à apprendre. Et ça, j'aime bien. Et donc, ça m'a bien servi pour les 2 Olympiades, enfin pour l'Olympiade suivante, on va dire, jusqu'à Londres. J'ai réussi à me sélectionner pour les Jeux Olympiques à Londres. Ça s'est pas très bien passé et puis finalement, ça a entraîné. Je suis rentré dans un processus, ça m'a dû prendre 1 an et demi, presque 2 ans pour me réadapter, me réinventer, et pour aller sur les 3 dernières années de ma carrière sportive et puis pouvoir réussir ce que j'ai réussi sur mes derniers Jeux en tant qu'athlète. Quand tu dis que ça s'est pas très bien passé, Ça a duré 9 minutes et j'ai perdu autant contre quelqu'un qui n'était pas spécialement attendu pour faire une médaille et à la fin il prend la médaille d'argent.
Donc moi j'étais dans le top 16 mondial, voire même dans le top 10 mondial, et je rencontre un adversaire qui est du coup pas dans ce top 10, top 16. Et il me bat, et pour moi c'est la douche froide parce que j'arrivais avec d'attentes au niveau de résultats. Évidemment, c'est tellement dur de se qualifier au jeu quand on est en France, parce qu'il y avait à l'époque tellement d'athlètes qui méritaient leur place. Le niveau était tellement dense chez nous en France que y aller, en fait, tu te sentais un peu responsable et dans l'obligation de remporter une médaille. Donc ne pas la faire et perdre au premier match, pour moi, je l'ai vécu comme la honte en fait. Tu te bats, tu prends une place à quelqu'un, parce qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre, un autre Français qui pouvait prendre cette place-là. Et même si je l'ai gagné, hein, la place, c'était un quota nominatif, j'ai gagné mon quota nominatif, j'ai respecté les règles. Mais il y avait quand même ce sentiment de honte. Parce que, en plus, cette année-là, aux Jeux Olympiques, la France, elle fait 0 médaille. Et l'escrime française est en crise à ce moment-là. Donc, ouais, il y avait beaucoup de. Ce sentiment-là, il a vraiment prédominé, quoi. Est-ce que l'équipe était très sûre d'elle à ce moment-là et du coup ça a été la douche froide, ou est-ce que c'est un concours de circonstances qui fait que comment tu... L'escrime, c'est un sport où on parle français. La langue officielle, c'est le français. La fédération internationale, elle a été présidée par un Français jusqu'en 2008. Donc il y a ce petit côté chauvin, on est les plus beaux, on est les plus forts, on a inventé le sport. Dans le monde de l'escrime, même si certains vont te dire que non, mais moi je le ressens comme ça. À ce moment-là, nous, on a peut-être à un moment donné peut-être un excès de confiance. On est aussi tombé sur des athlètes qui étaient plus forts que nous. Et collectivement, on n'a pas su créer une dynamique de résultats, parce qu'on a dans le sport, c'est assez parlant dans notre sport. C'est quand tu démarres un championnat avec une médaille, peu importe l'athlète qui l'a fait, mais s'il y a une médaille, les médailles appellent les médailles. Ça crée une dynamique positive au sein du groupe et du collectif France, et ça entraîne les autres quelque part. Donc la responsabilité de la discipline qui va ouvrir la compétition, elle est importante. Il y a la pression déjà les athlètes ont la pression de réussir, mais il y a cette pression sous-jacente de faire un bon résultat pour emmener les autres. Et nous, on n'a jamais réussi à faire cette première médaille-là en 2012, et ce qui fait qu'on est arrivé sur la dernière épreuve. La dernière équipe qui a fait les Jeux, elle a fini 4e, elle n'a pas gagné la médaille de bronze. Donc à ce moment-là, ouais, on se retrouve en situation de crise. Et moi, dans ces moments-là, on avait aussi on avait mis beaucoup d'énergie, parce que la qualification, elle était individuelle et non par équipe. Et on avait perdu beaucoup d'énergie à essayer de se qualifier individuellement, ce qui fait qu'on est arrivé aussi, peut-être mentalement, on est arrivé un peu émoussé sur les Jeux Olympiques. Puis après, on est reparti sur une autre Olympiade où on avait cette pression de se dire là, il faut vraiment qu'on réussisse, parce qu'on ne peut pas se permettre de faire 2 Olympiades de suite sans faire des médailles. Et puis individuellement, il y a une dynamique collective qui s'est relancée avec des athlètes qui ont commencé à gagner des Coupes du Monde individuelles. Et puis tout ça, ça a amené, comme je t'ai dit, une petite dynamique. Ça a l'air de rien en fait, c'est peut-être même pas analysé comme ça, mais moi je l'ai vécu comme ça. Et je l'analyse comme ça. Il y a au Floréum, il y a un athlète qui a gagné une Coupe du Monde. Et puis au sabre d'âme, il y en a une qui a fait un podium sur une Coupe du Monde. Et puis à l'épée, tac, tac, tac. Et puis ça s'est enchaîné et ça fait une espèce de boule de neige. Et c'est parti. Moi en tout cas, pour 2016, c'est reparti comme ça, je pense, je trouve. Et puis même dans mon arme, à ce moment-là, moi j'avais été blessé. J'étais toujours sur le mauvais résultat et la honte des Jeux de Londres. J'étais pas très bien, je pensais à arrêter. Et puis même dans mon arme, il y a eu des résultats, ça a amené des choses, et puis ça m'a aidé aussi à me remettre dans un chemin de passion, dans un chemin de recherche de performance, de recherche de médailles.
Et ça m'a aidé, oui. Puis ensuite, les résultats que j'avais, ça a peut-être aussi entraîné d'autres dans mon sillage. Mais en fait, le sillage, c'est pas moi qui l'ai créé, c'est un groupe qui a créé le sillage. Quand on pense escrime, on pense une personne face à une autre personne, donc quand même un côté assez individuel. Est-ce que toi, en démarrant, tu soupçonnais à quel point c'était important que ce soit en équipe et d'être autant entouré? En fait, tu vois, là, sur chaque piste, sur chaque terrain, tu as 2 bouts. À chaque bout, tu as un enrouleur. Tout seul, tu peux rien faire. S'entraîner tout seul en escrime, ouais, tu as une glace, mais tu peux rien faire tout seul. Tu es obligé d'être 2. Donc c'est toi avec ton entraîneur ou toi avec un adversaire. Tout seul, tu vas nulle part. Nous, le système en France, à l'époque où j'étais encore athlète, on construisait des groupes d'entraînement, on réunissait les meilleurs Français et on s'entraînait entre meilleurs Français. Donc c'est ce cercle vertueux, en fait, qui a été notre plus grande force pendant 30 ou 40 ans à l'épée française. Tu parlais de perdre un peu la flamme après 2012. Comment tu as vécu cette perte de flamme? Comment elle est revenue? Je me suis posé des questions. Est-ce que ça vaut toujours le coup de s'investir émotionnellement dans la discipline? Est-ce que je ferais pas mieux de mettre le clignotant et puis de basculer parce qu'il peut peut-être y avoir une opportunité dans le staff et puis bon, après c'est toujours pareil. Quand je prends une décision, j'aime bien consulter des pairs. Leur discours m'a aidé à me dire que j'étais pas terminé, que oui, le résultat des Jeux Olympiques c'était négatif, mais que pour autant j'étais pas cuit pour aller chercher d'autres résultats, d'autres médailles, que ça valait le coup d'essayer. Donc bon, j'y suis allé un petit peu en me disant bon, ok, j'y vais quoi. Je reprends parce que c'est vrai que j'ai 28 ans. C'est un peu débile d'arrêter à 28 ans après avoir fait tout ce chemin-là, quoi, de le toucher, mais peut-être pas de saisir vraiment la chance, quoi. Et puis je reprends et je reprends l'Olympiade suivante en étant blessé. Donc j'ai passé 3 mois en béquille. Évidemment, le doute s'installe. Tu es un peu en marge du collectif. Tu viens, mais c'est plus oh, comment ça va? Ouais, bon, voilà. Bon, vous avez fait votre séance. Je vais faire mon petit truc dans mon coin. Donc après, tu t'installes un petit peu dans cette solitude. Et puis petit à petit, l'envie de se faire mal disparaît. Ou tu as envie de réussir, mais tu n'y trouves plus de sens. La passion est plus trop là, quoi. Et puis je suis revenu peut-être un peu vite, et ça c'est ma faute, parce que j'ai voulu essayer de revenir le plus vite possible. Et puis à un moment donné, la douleur était trop forte, je voyais que les résultats ne suivaient pas, donc là je me suis dit bon là c'est bon, j'arrête un peu, je vais me faire infiltrer pour tuer les douleurs, et puis je reviendrai en septembre si j'ai encore la foi, quoi. Et puis il y a eu une petite prise de bec avec mon entraîneur à ce moment-là, on a eu une petite réunion, moi je lui ai dit écoute, je sais pourquoi tu ne me sélectionnes pas sur les championnats du monde, parce que j'ai pas les résultats. En revanche, moi en tant que personne, je ne l'accepte pas. Je comprends pas parce que quand tu m'as mis dans l'équipe, on a gagné et tu me mettais dans la position de celui qui terminait et on gagne. Donc je comprends pas pourquoi entre guillemets, je comprends pas pourquoi tu me sauves pas, quoi. Et donc on a fini en pleurs tous les deux, on a parlé pendant 3 heures et puis oui, j'ai compris, je savais très bien pourquoi il me prenait pas. Mais il m'avait pas pris et il fallait le temps pour moi de faire ce deuil. Et ça a été un élément constructeur, fondateur dans ma dernière Olympiade en tant qu'athlète. Fixation d'objectifs. Ouais, je continue là, mais en fait tu continues, tu te plains, tu râles, tu vas où? C'est quoi que tu veux? Pourquoi tu continues, en fait? Je m'étais dit j'arrête en 2016, je voudrais retourner aux Jeux en 2016, essayer d'y faire une médaille. Qu'est-ce que je dois faire pour aller aux Jeux en 2016? Ce qui serait bien, c'est quand même que je participe au championnat du monde en 2015 pour montrer à tous que je suis pas mort, quoi, et même à moi. Ce qui pourrait être bien aussi, c'est d'arriver à accrocher le wagon en 2014 des championnats du monde. T'y arrives pas, c'est pas très grave, mais voilà. Et en fait, à partir du moment où j'ai verbalisé ça à moi-même et à mon entraîneur de l'époque, avec qui on avait eu cet acte fondateur l'année précédente, en fait, les perfs sont revenus. J'ai été sélectionné sur les championnats du monde en 2014.
Là où je m'étais dit que ça pouvait être un objectif intermédiaire, mais pas forcément obligatoire. Et puis j'ai fait une médaille au championnat du monde, j'ai refait une médaille au championnat du monde, j'ai pris le bronze, on gagne par équipe. Et je retrouve un peu une place de titulaire et finisseur dans les moments importants pour cette équipe de France. Donc déjà, faire la médaille en individuel, ça m'a permis d'emmagasiner beaucoup de confiance. Sur cette saison-là, la saison 2014, j'ai commencé la saison, j'étais 77e mondial. J'ai terminé la saison, j'étais 7e mondial. Donc la confiance était revenue, les résultats se sont enchaînés. Et puis après 2015, j'ai de nouveau gagné des Coupes du Monde, des Coupes du Monde. Et puis dans la saison, je prends très vite la place de numéro 1 mondial que je n'ai pas quitté jusqu'à ma retraite sportive. Et à la fin de l'année, je gagne les championnats d'Europe et je suis vice-champion du monde en individuel. Et puis on enquille sur les Jeux Olympiques où je prends le bronze en individuel et on gagne la médaille d'or par équipe. La manière dont tu décris cette deuxième Olympiade, tu l'as décrit avec, j'ai l'impression, plus de détachement. Est-ce que tu attribues ça au fait que tu as pris du recul et tu te mettais moins de pression peut-être ? Tu sais, ma première Olympiade auquel je participe en 2012, en même temps je fais des études dans le sport. Et dans les études dans le sport, on te donne la théorie de ce que doit être un entraîneur, on te donne la théorie de ce que l'athlète peut adapter, etc. Et à un moment donné, moi je ne retrouvais pas ça forcément dans mon quotidien. Mais ce que j'ai oublié, c'est qu'on était quand même un sport d'opposition. Donc en fait, la performance, elle ne dépend pas que de moi aussi. Et à un moment donné, il faut accepter de relâcher. C'est-à-dire que si je loupais un entraînement, à un moment donné, je me dis, je ne m'entraîne pas assez, il faut que je fasse plus, etc. Et 2012, ça a été ça. J'ai voulu contrôler massivement tout ce que je faisais. Et au point où je te disais d'en finir par somatiser, quoi. Parce que l'entraîneur, il va pas dans mon sens, dans mon sens, dans le sens de faire plus à l'entraînement. Si on veut être meilleur, il faut faire plus, travailler plus pour gagner plus. C'était la période en plus. J'ai voulu être calife à la place du calife, donc être entraîneur à la place de l'entraîneur. Toi, c'est toi l'entraîneur, tu sais ce qui est bien, donc vas-y, prends cette pression. Moi, je viens à la salle et quand il y a l'escrime, je me mets dans mon truc, je fais mon escrime, je gère ma charge d'entraînement dans l'escrime, je vais m'entraîner et tout, mais toi tu t'occupes de tout le reste, je ne veux plus avoir à m'occuper ou à mettre mon nez là-dedans, quoi. Donc le fait de relâcher ça a été aussi libérateur. Et donc quand tu as eu cette revanche, on va dire, en 2016, comment tu l'as vécu ça ? En fait, j'ai aussi accepté à ce moment-là que je pouvais retourner au jeu ou ne pas retourner au jeu parce qu'il y avait d'autres athlètes qui étaient plus forts que moi. Ça, je l'avais accepté, je l'avais intégré, je savais que c'était une possibilité. La sélection est tombée parce que cette saison-là, j'ai fait encore une grosse saison, je gagne 3 épreuves sélectives, je suis toujours numéro 1 mondial. Donc la sélection, ça a été pas une formalité parce qu'il faut faire les performances, mais quand l'annonce est faite, je sais déjà que je serai dedans, quoi. Mais y aller, c'est une chose, revenir avec une médaille, c'en est une autre. Et j'avais aussi accepté en allant au jeu que je pouvais revenir sans rien, pas de médaille. Et je l'ai accepté en me disant qu'il y avait des champions français qui n'avaient jamais fait les Jeux Olympiques. Et donc, quelque part, je m'étais dit, lui, il était super fort, mais il n'a jamais fait les Jeux. Et je trouve que quand même, c'est une bonne personne. Voilà. Donc, en fait, je peux aussi rester une bonne personne sans faire de médaille au jeu, quoi. Tu acceptes ce truc-là. Ça devient plus quelque chose d'important. Et donc, du coup, ça m'a permis de me recentrer sur ma performance à ce moment-là. Et puis, j'ai réussi à gagner une médaille. Donc, en fait, cette médaille de bronze en individuel, elle a valeur d'or pour moi. Par rapport à mon parcours, par rapport à mon chemin, mon cheminement, je la considère comme une médaille d'or. Quand je perds en demi, mes copains, mes équipiers viennent me voir, « Ah, désolé, t'as perdu ». J'ai dit « Mais non les gars, je suis en finale, il faut que j'aille tirer la bronze. Mais pour moi, ça sera ma médaille d'or. Mais je suis en finale, je vais réussir à le faire ». Et puis j'ai pris cette médaille de bronze et c'était valeur d'or pour moi. Alors après les Jeux, on m'a dit « Ah, tu vas te rendre compte dans quelques années que tu n'étais pas loin d'être en finale et éventuellement être champion olympique. » Mais en fait, je ne veux même pas me poser cette question-là. Je n'ai jamais revu le match parce que ce qui est passé est passé.
Et puis c'est comme l'année d'avant, je perds en finale des championnats du monde d'une touche. J'ai jamais regardé le match et je voulais pas m'attarder sur ça. Oui, c'était une blessure parce que j'aurais pu être champion du monde. Peut-être que j'aurais dû. Bah non, en fait, j'aurais pas dû puisque j'ai pas gagné. Mais j'aurais peut-être pu, j'avais ce qu'il fallait. Sur la dernière action, je passe au-dessus de l'épaule, je manque la cible et puis l'autre, bah, il me récupère après l'action. Donc c'est lui qui est champion du monde, c'est moi qui suis médaillé d'argent. C'est quelque chose qui manque dans mon palmarès. Mais à la limite, je m'en fous parce que c'est ce qui m'a peut-être permis de décrocher cette médaille de bronze. Est-ce que si j'avais été champion du monde en 2015, est-ce que j'aurais été médaillé en olympique en 2016? Donc en fait, ça fait partie de ma ligne, c'est que c'était comme ça pour moi. Ça fait partie de ma ligne, je l'ai accepté et puis j'avance. Et ça fait pas de moi quelqu'un de moins bon dans ma discipline. Mais l'accepter, c'était aussi pouvoir avancer. Ouais, j'ai eu de la chance dans ma vie d'athlète, même dans ma vie tout court, j'ai eu de la chance de faire ce que je fais. Aujourd'hui, je travaille, mais enfin, oui, c'est un travail, c'est prenant. Je peux être amené à partir loin de ma famille pendant plusieurs semaines. Là, ça va faire 1 mois et demi qu'on est parti, loin de ma famille. Mais en fait, j'ai pas l'impression de faire un métier, quoi. Je n'ai pas l'impression de faire du boulot. Je me fais plaisir au quotidien. Je suis sur le terrain. Je vis une aventure humaine incroyable avec des gens super. Je l'ai vécu quand j'étais en France. Je le vis maintenant à l'étranger. De toute façon, c'est une aventure humaine. Et ça me permet de m'ouvrir et ça m'aide à avancer. C'est top, c'est une superbe aventure en fait, c'est un super métier. Mais oui, c'est dur et je te dis que j'ai pas l'impression de travailler au quotidien, quoi. Et donc en 2016, à ce moment-là, tu as cette médaille, et c'est à ce moment-là que tu dis que tu arrêtes ta vie d'athlète pour te consacrer maintenant à une carrière d'entraîneur, c'est à ce moment-là ou... Ouais, non, alors la carrière d'entraîneur, je voulais l'embrasser depuis un moment en fait. Et après, le chemin il était plus facile que pour faire une performance en escrime, c'est-à-dire que moi je voulais entraîner une équipe nationale française, donc il fallait avoir les diplômes d'État à faire pour pouvoir avoir ce truc-là. Donc c'est pour ça que je te dis qu'en 2012, ma performance elle n'est pas bonne au jeu. J'hésite à activer ce plan-là, parce que je suis déjà dans la fonction publique à ce moment-là. Donc j'ai retardé mon intégration, mais ce plan de carrière était déjà prêt. Donc on parle souvent chez les sportifs de la reconversion. Moi, ma reconversion, elle était réglée. Le jour où j'ai appuyé sur le bouton, je savais où j'allais, quoi. Quand tu es athlète, tu te dis non, je peux pas m'arrêter, parce que si je m'arrête, qu'est-ce que je vais faire? Mais moi, je peux m'arrêter du jour au lendemain, quoi. Je sais ce que je vais faire. C'est une richesse infinie. C'est avoir de la sérénité puissance 10 par rapport à ceux qui sont encore en train de faire des études ou ceux qui avaient fait le choix de ne pas faire d'études et puis ils se retrouvaient quand même dans une situation où ils étaient un peu emprisonnés par rapport à l'escrime et à la performance. Donc ouais, je fais le choix d'arrêter en 2016, c'est un choix personnel, mais j'avais envie de gagner des matchs autrement. En étant plus en retrait. J'avais cette impression que, ouais, en tant qu'entraîneur, je pouvais aider des athlètes à gagner des matchs et je trouvais ça aussi valorisant. Donc j'ai voulu faire ça. Et le jour où j'ai activé, tout ne s'est pas passé comme je l'avais imaginé, mais ça, j'ai appris avec le temps que ce que tu imagines, c'est pas forcément ce qui va se passer et que ton chemin, en fait, il est pas linéaire. Donc, et puis que tout accident, finalement, c'est une bénédiction. Tu fais plus pour toi seul, tu fais pour aider les autres. Et ça, c'est aussi c'est super. Et puis, j'apprenais avec... je continuais à apprendre, toujours cette notion d'apprentissage. J'apprenais avec mon ancien entraîneur qui me donnait déjà quand j'étais athlète. Et ayant vécu son expérience en Chine quand il est revenu, j'apprenais de son expérience en Chine. Donc c'était toujours cette soif de savoir. Et puis après, avoir des athlètes, apprendre à les connaître, comment tu vas pouvoir les aider, activer des leviers, tout ça, c'est
ça fait partie de ce savoir, quoi. Donc c'était génial. Et ça te manquait pas le côté athlète ou en fait tu considères voilà j'ai eu ce que je voulais, j'ai tourné une page. J'ai eu ce que je voulais, j'ai tourné la page, ça m'a jamais manqué. Ça me titillait des fois, mais 2 minutes en fait, le temps d'une clope, 2 minutes. Parce qu'après, tu te souviens de tous les efforts que tu as à faire pour atteindre ce niveau-là. Tu sais que quand tu arrêtes, tu as les petits bobos qui se réveillent, tu as un mal de genou, tes muscles sont plus aussi souples qu'auparavant, donc tu peux plus faire vraiment ce que tu veux. Donc, puis tu n'as plus envie d'avoir mal en fait. Parce que tu sais que la séance que tu vas faire quand tu vas reprendre, celle-là elle va laisser des traces pendant une semaine et tu n'as plus envie de ça. Enfin, en tout cas, moi, j'avais plus envie de ça. C'est évident qu'athlète de haut niveau, il y a plein de sacrifices, mais c'est quoi la face cachée en fait qu'est-ce que les gens ne voient pas? Bah, les gens, ils voient la fame. Il y a certains athlètes qui cherchent la fame. Et bon, toi, moi, j'ai très vite compris que l'escrime, la fame, ça durait 2 minutes, quoi. Mais moi, la fame, c'est pas ce qui m'attirait le plus, hein. Après, les gens, ils voient pas quoi? Bah, ils voient pas que ouais, les week-ends, t'es pas forcément là. Les gens, ils voient pas que quand tu as des décès dans ta famille, ben, tu peux pas y aller. Quand tu as des mariages dans ta famille, des fois, ça tombe pendant des compètes. Enfin, les décès, tu sais pas quand ça va tomber, par définition. Mais ça peut arriver quand tu es en compétition, et tu es en compétition, tu n'es pas auprès de tes proches. Donc tu peux pas soutenir tes proches dans ce moment douloureux. J'ai pas pu aller aux enterrements de mes grands-parents, j'ai pas pu aller aux enterrements. J'ai un cousin qui était décédé, j'ai pas pu aller à son enterrement, j'étais au championnat d'Europe. Et voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Je pensais pas que j'étais famille à ce point-là, mais ma sœur, elle m'a aidé à être famille comme ça. Ouais, c'est des choses qui à la fin te font un petit peu remettre en question les sacrifices que tu fais pour le sport. Donc oui, tu fais des sacrifices familiaux, tu fais des sacrifices pour tes potes parce que tu vois tes potes partir. Ah tiens, demain on va à tel endroit, tu viens? Bah non, je suis désolé parce que j'ai entraînement, ou non, je suis désolé, je suis parti, je reviens de compète, je repars la semaine prochaine, j'ai besoin de me poser un peu, j'ai besoin de récupérer. Et moi, ce qui était dur, c'était la famille, la vie familiale en fait. Mais familiale au sens large. C'est les cousinades, t'as envie d'aller voir tes cousins, tu les vois pas souvent. Bah non, tu peux pas te faire la cousinade parce que ça tombe le week-end où tu es en compète à Paris, et ben donc voilà, ils vont passer du bon temps ensemble, et ça tu peux pas le faire. Comme je t'ai dit, les enterrements, pas pu y être, alors que j'aurais aimé y être, quoi. Mais tu peux pas parce que t'es pas là, ou parce que. Puis après, tu as aussi tes parents qui veulent te protéger de ces moments douloureux, donc ils te le disent pas tout de suite pour te le balancer, après. Mais tu réfléchis, tu dis tiens, j'ai essayé de les appeler, ils répondent pas, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vais passer par un autre canal. Allô, ouais, salut la sœur, comment ça va? Bon, j'arrive pas à voir les parents, ils sont où? Ah ils voulaient pas te le dire, mais la grand-mère est décédée la semaine dernière. Ah d'accord, bon finalement tu les appelles, tu arrives à les avoir, ils reviennent de l'enterrement, voilà. Mais c'est des trucs comme ça où tu te dis, ouais, par moment tu te sens un peu exclu ou en marge, quoi. Mais quand tu es athlète, tu as moins la possibilité de t'échapper pour aller dans des choses comme ça que quand tu es entraîneur. Parce qu'entraîneur, c'est quand même ton métier. Et tout le monde comprend et peut comprendre qu'à ce moment-là, tu as besoin de t'échapper pour ta famille. Parce que la famille, finalement, c'est ce qui te reste et c'est ce qui est important. Et c'est quoi qui te plaît le plus maintenant en tant qu'entraîneur? C'est essayer d'optimiser des jeux d'athlètes. C'est essayer de les faire comprendre, de les amener dans mon univers. En fait, regarde, moi je pensais l'escrime comme ça. Toi, est-ce que ça te parle? Ok, ça te parle pas. Bon, comment ça te parle l'escrime? Comme ça, ok. Ah, mais si tu essayais de faire. C'est des ajustements en fait. C'est du bricolage, mais à l'échelle humaine. Donc c'est valorisant parce que tu vois un athlète progresser et devenir, évoluer en tant que personne, en tant qu'athlète sur la piste. C'est valorisant quand ça se passe bien.
C'est aussi valorisant que quand tu achètes une maison puis que tu la retapes complètement de tes mains toi-même. Donc ça c'est au moins aussi valorisant, quoi. Tu as l'impression de créer quelque chose. Alors nous on crée dans l'entraînement, tu crées des choses qui ne sont pas quantifiables, au même sens que construire une maison, mais c'est toujours un acte de création et d'apprentissage parce que tu n'arrêtes jamais d'apprendre en fait. Parce que toi, maintenant, tu as l'expérience des compétitions, des JO, etc. Est-ce que tu vois certains des athlètes que tu entraînes, entre guillemets, faire un peu les mêmes erreurs que toi, tu as pu commettre, que ce soit en termes de confiance ou de posture ou bien sûr. de... Et là, c'est toute mon expérience qui m'aide à les aider à traverser ces situations-là. Alors, tu as des athlètes qui vont essayer de boire et puis d'adapter cette chose à leur manière. T'en as d'autres qui vont t'écouter, puis ça va ressortir aussi sec de l'oreille. Et puis t'as beau leur dire attention, ça va pas bien se passer. Là. Tu prends un chemin, parce que j'en ai pris des chemins comme ça aussi. Tu prends un chemin, c'est que de la peine et du désespoir, quoi. Ne le fais pas, ne le fais pas. Pour toi, ne le fais pas. Mais je peux comprendre que ces gens-là, ils ont envie aussi de vivre leurs propres expériences, de la même manière que j'ai vécu mes propres expériences. Mais si à certains moments je peux en aider à prendre des raccourcis ou éviter ce chemin-là, t'en es que plus heureux en fait. Donc un athlète, par définition, c'est quelqu'un, enfin, surtout à ce niveau-là, c'est quelqu'un qui veut gagner, donc souvent très sûr de lui, j'imagine. Comment tu gères le fait de lui donner des leçons, ou du moins savoir ce qui est bon pour lui, même si lui ne l'accepte pas? L'athlète de base, il fait croire qu'il est ultra confiant et tout ça, mais moi tous les athlètes que j'ai entraînés, ils peuvent me raconter ce qu'ils veulent, mais il n'y en a aucun qui est sûr de lui. Parce que tu vas être confronté à un adversaire, parce que tu sais que tu peux perdre au premier match d'une compétition. Et donc rien que ça te fait flipper. Donc après, c'est comment tu construis la confiance en tant qu'entraîneur. Tu vois, un top athlète, ils savent allonger le bras, ils savent faire une marche. Après, c'est comment moi je souhaite qu'ils fassent les choses pour optimiser leur potentiel physique et technique et tactique. Et donc c'est en ça où dans les contenus d'entraînement, je vais chercher à privilégier certaines situations, certaines postures, de manière à ce qu'ils puissent se réaliser et optimiser leur plein potentiel. Après, si l'athlète il croit qu'il sait tout, grand bien lui fasse. Je veux dire, s'il ne veut pas m'écouter, en fait c'est lui que ça regarde. C'est lui que ça regarde. S'il est bon comme ça, tant mieux. Tant mieux pour lui et tant mieux pour moi aussi, hein, puisque s'il est performant dans des situations comme ça sans m'écouter et puis qu'il ramène des médailles et qu'il y a des primes aux médailles, bah, je vais toucher la prime aux médailles, je suis l'entraîneur. Mais c'est sûr que c'est plus agréable quand il y a quelqu'un qui écoute et qui échange avec toi et qui parle vrai, quoi. Parce que moi, j'essaie de leur parler vrai à mes athlètes. Qu'est-ce que tu peux lui renvoyer comme posture, toi, ta posture? Qu'est-ce que tu peux dire dans ton discours pour essayer de lui donner de la confiance le jour de la compétition? Le coaching, moi je fais par rapport à ce qu'il fait sur la piste, ce qu'il produit sur la piste et par rapport à ce que l'autre fait. Donc c'est pas du tout du coaching technique, c'est du coaching d'attitude, du coaching stratégique, on va dire. Mais il n'y a rien de technique là-dedans. Et c'est pour essayer justement de faire en sorte que mon athlète, les doutes que peut avoir mon athlète soient levés. Oui, continue, tu as raison, ce que tu fais c'est juste. Lâche peut-être un peu plus ton bras, mais l'idée que tu as, elle est bonne. Va plus dans son terrain pour générer la situation qui va mieux te convenir. Mais c'est des choses comme ça en fait. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Putain, j'ai jamais réfléchi à celle-là. Ouais, Ça, c'est je pose une colle, c'est bien. le meilleur conseil qu'on m'ait donné. Sois toi-même. Sois toi-même, t'es pas quelqu'un d'autre, donc joue pas un rôle, sois toi-même. Et en fait, ça te permet de faire un petit peu le tri sur qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi, qu'est-ce qui va m'aider à avancer, qu'est-ce qui va au contraire me retenir, me faire reculer. Mais c'est lié à cette soif d'apprendre en fait. Après avoir arrêté, moi j'aimais pas du tout le travail physique. Pousser de la fonte, tout ça, j'étais nul. J'étais le pire de tout l'INSEP, je suis sûr. De tous les sportifs de haut niveau, j'étais le pire. Et pourtant, sur la piste, en tant qu'athlète escrimeur de haut niveau, j'étais dans les meilleurs.
Et quand j'ai arrêté, ce que me refusais de faire ou que j'aimais pas faire, je l'ai quand même donné à faire à mes athlètes avec des bons interlocuteurs. Et avec les bons interlocuteurs, je me suis dit que si je les avais eus quand j'étais athlète, peut-être que ça aurait modifié ma considération pour le travail physique, la préparation physique. Le thème de ces rencontres, c'est Vive la vie. Vive la vie, c'est une phrase qui nous est chère à Théo et moi, Théo derrière la caméra. Est-ce qu'il y a un moment en particulier dans ta carrière d'athlète ou d'entraîneur où tu t'es arrêté un instant et tu as fait mais vive la vie, quoi. C'est génial ce que je suis en train de vivre, c'est extraordinaire. Bah oui, mais tous les jours. Tous les jours. Mais tous les jours, j'ai ce truc-là. J'avais mon collègue qui était chef du staff, il nous disait toujours, mais les gars, on a quand même une belle vie, quoi. On a quand même une belle vie, on est là, on est payé à partir aux quatre coins du monde, à entraîner des gens pour faire, comme je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est quoi le sport? En France, c'est vu comme un hobby. On ne crée rien quand on fait du sport. Enfin, on crée juste des relations humaines, des échanges, mais c'est tellement bien, quoi. Donc ouais, vive la vie, mais sans problème, mais c'est tous les jours. Nous, on a la chance de vivre un métier passion, de vivre des expériences incroyables. Là, moi, en tant qu'entraîneur de Hong Kong, je vis une situation d'expatrié. L'expatriation, c'est une expérience de vie incroyable. En plus, pouvoir la faire profiter à mes enfants et ma famille, c'est génial. Et les relations humaines, tu t'es amené à travailler. Tu travailles dans ton métier, on fait l'interview en français, c'est facile, c'est notre langue maternelle. Mais moi, tous les jours, je travaille et je suis dans l'inconfort de devoir parler en anglais. Donc tu gères du risque, mais à la fin, si ça se passe mal, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire, quoi? Je rentre chez moi en France et puis je vais trouver un autre truc. Mais on vit un super métier, quoi. On a un super boulot. Et ouais, vive la vie tous les jours. Gauthier, merci. De rien. Vive C'était la un vie. plaisir. Vive la vie. C'était un plaisir. Vive la vie.